Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans OK Boomer, le podcast pour écouter celles et ceux qu'on n'écoute plus. Je suis Martin, artiste à mes heures perdues et animatrice en EHPAD. Chaque jour, je tisse des liens uniques avec des personnes qui ont entre 75 et parfois plus de 90 ans et qui ont tant à raconter. À travers ces conversations, je veux donner la parole à celles et ceux qu'on réduit souvent à des clichés. Parce qu'avant d'être des boomers, ce sont des êtres humains, avec des rêves, des blessures et une histoire à transmettre. OK Boomer, ce n'est pas une moquerie. C'est une invitation à écouter, comprendre et partager des récits de vie riches, touchants et souvent surprenants. Parce qu'entre leurs souvenirs et nos réalités, il y a un monde à explorer ensemble. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Noël. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous avez 84 ans, vous vivez à domicile, pas très loin de la maison de retraite où vit votre femme depuis 3 ans. Mais on y reviendra plus tard. Tout d'abord, Jean-Noël, dites-moi, comment allez-vous ? Je vais bien. Si vous deviez vous présenter en quelques mots, lesquels seraient-ils ? Bien difficile, hein. En quelques mots. Et j'ai la chance, à cet âge-là, d'être encore, dans l'état où je suis Mhm. et j'ai la chance d'avoir encore, d'apprécier encore beaucoup de choses. Des choses simples. Je pense que, la vie est faite de plein de petites choses qui peuvent donner encore du plaisir, de l'agrément. Donc vous êtes quelqu'un plutôt de positif. J'essaie. J'ai fait un peu, alors je vous expliquerai peut-être plus tard, mais j'ai appris que, on ferait bien tous les jours, ou du moins quand on se couche le soir, de faire le bilan de la journée et de trouver toujours des choses positives dans cette journée. Parce que je crois que chaque journée a des choses positives. Ne serait-ce qu'un oiseau qui chante, ne serait-ce qu'un rayon de soleil, ne serait-ce qu'une jolie fleur, ne serait-ce qu'un moment de charme de ce qu'on a pu croiser, voir, etc. Mhm. Donc pour moi, tous les jours ont, des côtés positifs. Et si on veut bien, on peut faire en sorte que ces côtés positifs prennent le dessus sur les côtés négatifs, sauf énorme douleur, sauf souffrance, problèmes médicaux, etc. Oui, bien sûr. C'est une très belle mentalité, je trouve. C'est gentil, mais ne me passez pas la brosse à reluire. Quel est votre moment préféré dans la journée ? J'ai pas de moment préféré dans le sens où, j'essaie de capter, voilà. Je suis pas un matinal, je suis plutôt un tartare qu'un toto. Heu et encore que j'ai bien changé. Je trouve pas grand-chose d'intéressant à la télé, donc j'ai plutôt tendance à me coucher de bonne heure. Mhm. Comme j'ai toujours dormi en pointillé, ça me permet de pas trouver quand même la nuit pénible et de me lever le matin en bonne forme. Et dans la journée, de garder la forme qu'il faut jusqu'au soir. Très C'est bien. c'est le régime que j'ai trouvé actuellement qui me convient. Mhm. Est-ce qu'il y a une chanson ou un film qui pourrait vous définir ? Ou que vous aimez beaucoup, qui dicte un peu votre vie Non, je suis multifacette moi, j'ai un film qui puisse me définir, non, il y a beaucoup de films que j'ai aimés. Il faut que je cherche dans ma petite tête qui est de plus en plus percée, c'est plutôt les films de l'époque de Gabin, de l'époque de, comment s'appelait ce parolier qui était extraordinaire, si vous m'aidez pas, je vais pas trouver, sauf à 2 heures du matin. Ouh là là. Non, je voilà. Donc si vous voulez, moi je vis pas non plus, alors je vis de souvenirs du passé forcément, mais de souvenirs agréables, bien sûr. Non, j'ai pas de film qui me définirait. Et une chanson, par exemple, que vous aimez Une bien ? chanson? Ou un chanteur, une chanteuse, quelque chose qui vous inspire un peu ? C'est pas une chanson qui me définit, simplement, j'aimais beaucoup Bobby Lapointe. Je sais pas si vous connaissez, vous êtes trop jeune pour ça. Qui était un gars qui était autour de 7 là, et qui avait toujours des chansons assez drôles pour moi. D'accord. Alors on va se concentrer un petit peu sur votre récit de vie maintenant et replonger un petit peu en enfance. Concernant votre jeunesse, qu'est-ce qui vous reviendrait en premier si vous repensez à votre enfance ? Alors, quand maman m'a eu, elle avait 40 ans,
Mon père était plutôt un homme blasé. Il avait eu la chance de naître avec un papa qui avait plutôt réussi, dans le business, puisqu'il avait un commerce, qui livrait les restaurants, les hôtels à Gap. On est originaire de la région, des Hautes-Alpes, à Gap, Sur de Gap. OK. Et mon papa, je l'ai toujours connu assez blasé, donc peu de choses l'intéressaient. Le soir, il allait jouer aux cartes avec, quelques amis, et cetera. Voilà, il a eu une vie, il a été éduqué avec le genre: «Vous n'aurez pas à travailler de votre vie», quoi. D'accord. Par la maman, Mmh. pas par le papa, parce que le papa, il avait bossé pour avoir ce qu'il a créé. Et puis après, ben, il y avait les 2 frères, mon père et mon oncle, qui ont, petit à petit, dilapidé ce que le grand-père avait mis en place. Ça m'a jamais, le côté dilapidé ne m'a jamais, je dirais, contrarié. Les choses doivent se passer comme elles se passent, point. Ouais, J'ai 2 frères, hein, qui sont plus âgés, enfin qui étaient plus âgés que moi, puisque maintenant je suis le dernier. Il y avait 11 ans de plus pour l'aîné et 9 ans pour le second. d'accord. L'aîné, j'ai jamais eu trop de remarques ou d'échanges avec lui, de rancœur sur ce problème-là. Celui du milieu avait quand même une certaine rancœur envers le papa, d'avoir, contribué à dilapider ce que le grand-père avait créé, quoi. Et il avait créé quoi votre grand-père? Il avait créé en fait un commerce de, boissons, de vins et cetera. Il distribuait, tout ce qui était boissons, depuis les apéritifs jusqu'aux vins et cetera, aux hôtels et aux restaurants D'accord. à Gap. Bah, du coup, il s'était offert une petite, on appelait ça le château, nous ça nous a toujours fait rigoler parce que ça avait rien d'un château. C'était en fait une propriété où il y avait une énorme ferme, plus que quelques habitations autour de la ferme. Et bon, il avait placé son argent là-dedans, tout en continuant à développer, en s'occupant sérieusement de son commerce. Et vous viviez là-bas? Moi j'ai été, quelques années, j'ai été élevé là-bas, mais je suis né à Laragne, qui est tout proche de Gap, Mmh. à une trentaine de kilomètres. Et donc, je suis toujours resté, et ma famille, côté maternel est également de là-bas, voilà. Et donc vous en parliez un petit peu de vos parents, au niveau de l'éducation ou comment ils étaient vos parents avec vous? Alors j'ai commencé là-dessus en disant que j'avais toujours un peu le ressenti d'être un enfant de vieux. Pourquoi? De vieux, de personnes âgées, soyons respectueux. Ma mère était très dynamique, et très curieuse de tout. Mon père était plutôt, pas grand-chose qui l'intéressait. Donc, ça fait que j'étais un peu décalé par rapport aux enfants de mon âge dans les classes 6e, 5e et cetera. Pourquoi? Parce qu'eux, ils étaient déjà avec, toutes les grandes vedettes américaines et cetera. Moi, ça ne me faisait pas vibrer. J'étais plutôt sur le jazz avec Stinett Béchet que, sur les grandes vedettes, comment ça s'appelait à l'époque, le Kid, et cetera, quoi. OK. Ça m'a jamais, je dirais, vraiment, peiné. Je me suis jamais gêné parce que j'avais une grande chance, c'est en fait, j'ai eu 2 familles. Il faut que je m'explique un peu sur ce terme. Si vous voulez, j'ai une cousine qui avait à peu près mon âge, qui est décédée maintenant, qui était à Laragne. Ses parents n'avaient pu avoir que cette fille, n'ont pas pu avoir un deuxième enfant. Et moi, comme j'avais toujours gardé une grande attache avec l'Aragne, c'était à l'Aragne ça, et je remontais passer toutes mes vacances à l'Aragne, que ce soit à Pâques, que ce soit à Noël. Bon, pas toutes, mais presque, les grandes vacances aussi. Si bien que j'avais un parrain et une marraine qui n'avaient pu avoir que cette fille, qui m'ont pris aussi en affection comme si j'étais en fait le deuxième enfant qu'ils n'avaient pas pu avoir. Et donc j'avais 2 familles de cœur. Mes parents, bien sûr, ils m'aimaient quand même, hein, peut-être encore plus ma mère parce que mon père n'était pas démonstratif. Et Ouais. puis, mon parrain et ma marraine, c'est rare quand, on met le couple comme parrain et marraine, c'était le cas. Et ça a été pour moi un grand plaisir parce que là, j'avais une deuxième vie, affective, avec, ma cousine qui avait, 2 ans de moins que moi. Est-ce que vous la considériez un petit peu comme, une sœur, cette cousine? Non, Non, pas tant? bon, un petit peu parce qu'on était très complices.
Mais cela dit, comme j'avais des frères, moi, avec 9 ans et 11 ans, voilà. Oui, ça devait être compliqué d'avoir du lien avec eux, ça fait une sacrée différence, Avec le second, on a toujours été alors le second, c'était un peu, celui qui remplaçait le papa. Vous voyez, comme il était plus âgé, comme il avait commencé à travailler, il gagnait déjà sa vie et cetera. Chaque fois que ma première montre, ça a été lui, le premier er tourne-disque, ça a été lui. Enfin, je veux dire, il voilà, il m'avait pris en affection au point de, d'abord quand j'étais gamin, il jouait avec moi comme si j'avais été un poupon ou un petit animal sympathique. Et voilà, donc ils s'amusaient, comme moi dans les couloirs de l'appartement et cetera et puis après ils ont toujours été, très, gentils pour moi, surtout, celui qui avait, 9 ans de plus que moi. OK. Et à l'école aussi, vous en parliez, vous étiez un élève plutôt studieux ou pas forcément? Non, si vous voulez, mon père travaillait, ma mère travaillait, elle était employée de commerce et dès que je sortais de l'école, moi, c'était la rue, mon alors je on jouait aux billes, on jouait à différents trucs, mais à la sortie de l'école, je traînais plutôt dans les rues plutôt que d'aller, faire mes devoirs. Et en sixième, ça a pas été bénéfique puisqu'à la fin de la sixième, on m'a dit: «Navré, mais vous passerez pas en cinquième». Bon, à cette époque-là, on avait quand même des passerelles. Je veux dire, j'étais pas complètement largué et cetera. Et surtout que mes 2 frères avaient fait des études plutôt techniques, c'est-à-dire au collège technique et cetera. Et que moi, je voyais ça comme plutôt, quelque chose de pas mal, le technique. Alors je suis pas parti tout de suite dans la technique, puisque j'ai présenté quand même quelques à ce moment-là, à la fin de 6 quand on m'a dit, «Passez pas en sixième». Mais on m'a dit: «Si vous passez pas en sixième, vous avez la possibilité quand même d'intégrer le certificat d'études». Ça existait toujours à l'époque Mmh. et ça a été, pour moi une chance parce que là, j'ai retrouvé non pas, j'étais pas assez mûr pour faire la sixième, j'étais pas assez, je dirais, structuré pour faire mes devoirs et tout ça. Donc, il m'arrivait le lendemain de dire: «Ah navré, j'ai oublié de faire mon devoir» ou un truc comme ça. Donc j'ai pas été un bon élève en sixième. Mais quand j'ai intégré, le, certificat d'études, enfin les classes certificat d'études, à l'époque c'était encore quelque chose, hein et j'ai eu un professeur qui a été, pour moi, salvateur parce que, il m'a pas considéré comme, quelqu'un de négligeable qui était perdu pour sa vie, mais au contraire, il a dû probablement me donner un peu plus confiance, si bien qu'à la fin de cette année de certificat d'études, j'ai représenté, des concours dans des lycées techniques et j'ai été admis en 5e, donc j'ai perdu une année, l'année de certificat d'études puisque le sixième quand même, j'ai réintégré après, dans un lycée technique à 5e. J'ai réussi à décrocher, cette entrée en 5e en internat à Arles. C'est pour ça que vous entendez souvent parler d'Arles parce que ma 2e, zone de vie est Arles et puis je suis très attaché aux Arlésiens pour d'autres raisons. OK, très bien. Et quel serait votre meilleur souvenir de jeunesse pour conclure un petit peu cette Meilleur partie? souvenir de jeunesse? Ouais. J'en ai pas. Si vous voulez, ça peut paraître, idiot de dire: «J'en ai pas». J'ai pas de choses qui sont, explosives. J'ai plutôt une multitude de bonheurs qui font que je ressens cette période-là comme une période de bonheur et non pas du tout comme de je vous ai dit simplement au départ, j'avais l'impression d'être un fils de vieux parce que je me sentais décalé, mais j'en ai jamais souffert au sens de dire: «Tu es moche» ou et cetera, quoi. Mmh. Et après, ben, je dirais que tous les moments de ça ont été pour moi des moments, positifs. C'est un empilage de choses agréables, plutôt agréables. OK, très bien. Et après votre, certificat, du coup, quelles études, vous avez faites par la suite? J'attaquais des études techniques, au collège technique, ça s'appelait le collège technique à l'époque, à Arles et donc j'ai fait le 5e jusqu'en seconde, pour, atteindre ce qui se faisait à l'époque dans ces établissements, le brevet industriel et au brevet industriel, on m'a dit: «Ben, vous avez des capacités, vous ne devriez pas vous arrêter là». Bon, j'étais boursier, ma mère, était employée de commerce, elle avait un petit salaire et donc j'étais, boursier et comme on m'a dit: «Vous devriez continuer» et ben, on a continué avec, je dirais des gens qui ont fait le même parcours que moi à Arles, dont un copain qui est devenu, un autre frère. Ça je vous dis, je vous parlerai souvent d'Arles parce que
j'ai un côté affectif avec un copain et on a continué nos études, je vous le dirai après, dans le domaine technique toujours. Alors d'Arles, si vous voulez un peu plus de précision, d'Arles, j'ai passé un CAP de fraiseur-tourneur parce que, à un moment, quand j'étais en seconde, on nous a dit: «Vous pouvez passer un CAP» et j'avais un copain aussi à qui on a fait les mêmes, propositions. Du coup, on est partis tous les 2 à Lyon, puisqu'à ce moment-là, c'était la Martinière qui nous hébergeait, qui était une école, nationale professionnelle. Ça s'appelait une ENP à l'époque. Mmh. Donc on est allé à l'ENP, la Martinière à Lyon, où on a passé une année, où on n'a pas appris grand-chose. La Martinière, je ne sais pas, vous êtes trop jeune, avait une grande renommée à l'époque et elle avait une renommée parce qu'en fait, elle prenait les 2 ou 3 premiers de tous les établissements de la région et puis elle les regroupait. Donc si vous voulez, statistiquement, quand on analyse un peu les gens qui sont passés par la Martinière, on dit: «Bah oui, finalement, ils ont eu des bons résultats» et mon vécu me permet de dire aujourd'hui, les professeurs, ils étaient un peu sclérosés et que j'ai pas appris grand-chose, si ce n'est que j'ai appris, à grandir, que j'ai appris, une autre vie. On était à Lyon au lieu d'être, à Arles et cetera, donc Mmh. voilà. Mais j'ai appris aussi que les Lyonnais étaient des gens qui étaient, il y avait beaucoup de fils de soyeux. Lyon était à l'époque, la capitale de la soie Oui. et elle l'est un peu toujours maintenant, mais beaucoup moins et ces soyeux parlaient entre eux, faisaient des surprises parties entre eux. Nous, on était là à baver puisqu'on ne rentrait pas, hein. On était à Lyon, on n'avait pas d'argent, on rentrait Mmh. 1 ou 2 fois, dans le trimestre, c'est tout, quoi. On rentrait pas toutes les semaines. Ouais. Donc cette vie d'interne et les week-ends à passer, dans des études ou autres, c'était pas très emballant. Donc comme on n'avait pas d'argent, on essayait de sortir un peu. Il y avait à l'époque on a pour pouvoir danser, si vous voulez, il y avait des couples qui installaient dans leur domicile, une école de danse. Et en fait, c'était pas une école de danse, ils mettaient de la musique, sur un tourne-disque et puis les gens qui payaient une petite entrée parce que c'était le moins cher de se trouver. On n'avait pas d'argent pour aller dans des soirées importantes, si vous voulez. Il est passé, je ne sais plus à l'époque comment ça s'appelait, qui faisait c'était l'époque du cha-cha-cha, et cetera et on n'avait pas eu l'argent pour aller à cette soirée, on aurait bien aimé y aller. Voilà. Donc l'époque lyonnaise, c'est une année. Pourquoi une année? Parce que à la fin de cette année-là, les disciplines qu'on avait retenues et qu'on avait développées, puisque en fait, il y avait 7 ou 8 disciplines différentes, depuis frigoriste, bureau d'études, construction mécanique, et cetera. Nous, la branche qu'on avait, c'était bureau d'études, avec mon copain d'Arles, et donc on nous proposait ou Pau pour poursuivre, ou Épinal, pour aller jusqu'au BTS. Et donc on a choisi Épinal, parce que Pau, je ne sais pas ce qu'il y avait, c'était pas tout à fait ce qu'on voulait. Donc le vrai bureau d'études, enfin ce qui nous intéressait le plus, était enseigné à Épinal. Là aussi, à l'ENP, une école nationale professionnelle qui menait jusqu'au BTS. Et après donc, on a continué avec ce copain, Noël Darle, nos études à Épinal, où là, on s'est assez d'abord on a appris notre métier, enfin on a appris beaucoup de choses, parce que les professeurs qu'on avait sortaient de l'industrie. Alors D'accord. qu'à Lyon, c'était des gens qui étaient dans l'enseignement depuis, Ouais. il y en a alors pour caricaturer complètement, à l'époque, on faisait déjà de la charpente métallique, Eiffel avait fait la tour Eiffel bien avant et cetera. Et ce professeur nous enseignait toujours ce qu'on appelle la construction métallique rivée. Si vous voulez, la tour Eiffel, elle est rivée, mais c'est-à-dire qu'on assemble des fers, on fait des trous et on met des rivets. Mmh. Tout ça, c'est une technologie qui ne se faisait plus quand on était à Lyon depuis au moins 15 ou 20 ans. On soudait après, au lieu de mettre des rivets, on soude. Vous avez vu ça partout. Donc, si vous voulez, nous, ça nous faisait un peu sourire qu'on nous apprenne des trucs. On avait un prof de maths aussi qui nous faisait encore les lavabos qui s'écoulent en même temps que la baignoire, etc. Donc, si vous voulez, on trouvait ça un peu désuet. Et j'ai découvert enfin, à quoi servaient les mathématiques quand je suis arrivé à Épinal. Parce qu'on avait Mmh. un prof de maths qui était un ancien ingénieur qui avait passé toute sa vie comme ingénieur et qui nous a montré à quoi servait une dérivée, à quoi servait une intégrale. Donc tout ça, si vous voulez, c'était pour moi des découvertes. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai rien appris à Lyon, mais on a appris beaucoup à Épinal. D'accord. Et donc, pour conclure un petit peu, vous avez exercé, quoi comme métier? Alors, j'ai d'abord obtenu mon diplôme, un BTS.
Oui, avec mention bien. bravo. Pourquoi je le dis? Non pas par orgueil, je dis simplement, vous allez voir que tout ça, ça a eu des conséquences. Mmh. Donc pour moi, le BTS, c'était une finale et je m'apprêtais à rentrer, dans la vie active. Pendant les vacances, je reçois une proposition de l'École nationale supérieure de mécanique à Nantes, qui est une école d'ingénieurs là, qui me dit, «On a déjà récupéré des, gens d'Épinal, enfin des promotions précédentes et on me dit: "On vous prend sur titre"». Bon, bah, je dis: «Eh beh, écoutez», alors moi ça partir tout seul là-bas, ça me j'étais pas truc, mais le hasard faisait que j'ai un frère qui, avait fait, l'armée dans les radars, qui lui était parti, aux États-Unis puisqu'il avait fait, des études aussi en lycée technique en électricité. Comme, les radars, c'était tout nouveau dans l'armée de l'air et qu'il s'était engagé dans l'armée de l'air, mon père aussi ne voyait, des avenirs qu'à travers l'armée. Non D'accord. non pas comme guerrier, mais, comme, aviateur, comme et cetera. Donc, voilà, ça c'est l'aîné. Le second frère, lui, il était rentré aussi dans l'aviation, toujours sur les probablement la vue de mon papa qui disait, «Vous pouvez faire une belle carrière dans l'armée pour avoir des métiers techniques». Oui. Il y a un dans les radars. Le second, lui, il voulait être pilote et donc il avait fait, des bases à Toulouse et puis ces idiots, ils avaient dû faire un peu trop la bringue. On lui a trouvé de l'albumine, on lui a dit: «Vous ne pourrez pas être pilote. Par contre, vous pouvez être navigant, c'est-à-dire mécanicien et navigant». Vous savez que dans les avions, il y a toujours un pilote, il y a un mécanicien. Donc, il a fait sa carrière comme mécanicien navigant dans l'armée, de l'air. D'accord. Donc ça, c'est l'image que j'avais de mes 2 frères et pour vous dire que ça a une importance parce que j'avais une carte dans l'appartement qu'occupaient mes parents où je mettais des punaises partout où étaient mes frères. Mmh. Donc ça m'a donné une vision du monde tout de suite. Et quand j'ai été en mesure de rentrer dans la vie active, j'avais cette image de ne pas rester, là et d'avoir des repères. Mais, moi, le frère qui était aux États-Unis, qui avait ramené à ma maman, c'était peu de temps après la guerre, des bas de soie. Toutes les copines de la maman étaient, émerveillées de voir des bas de soie, tout fait en nylon avec la couture derrière. Enfin bref, voilà, c'est des petits détails, mais qui marquent une vie dans le sens où ça ouvre peut-être un peu les horizons. En tout cas, moi, je reste persuadé que, si j'ai, rapidement je prospectais sur 2 voies. Une voie au Canada, une voie, dans une chaudronnerie industrielle à Cavaillon, où là, je me suis, je dirais, vraiment épanoui. Épanoui parce qu'on m'a confié le bureau d'études et c'était une grosse chaudronnerie industrielle qui avait, envie de se diversifier. Donc on produisait des bouteilles de gaz, classiques, les 13 kilogrammes, les grosses bouteilles, 1 000 par jour. Il y avait et voilà, les patrons, c'est les 3 frères, ont eu envie de diversifier et ils sont je sais pas pourquoi, un jour, ils se sont mis à dire, ben, on pourrait faire des pavillons préfabriqués à base métallique puisque c'était une chaudronnerie, donc c'était le métal, sous toutes ses formes. Donc là, je me suis épanoui parce qu'on m'a laissé, beaucoup le truc sur le coup et surtout qu'on m'a mis, en plus du bureau d'études de m'occuper, j'avais deux gars à la planche. On m'a dit: «Ben écoute, on aimerait que tu développes ce département, construction préfabriquée» et on avait un architecte qui nous a pondu des plans. On a fait une maison ronde, on a fait différents trucs. Ce qui m'a permis de mettre un pied tout en étant plutôt moi, bureau d'études, construction mécanique, c'est-à-dire machine-outil, fabrication de machines spéciales et tout ça. Le bâtiment, c'est intéressant aussi. J'ai travaillé à ce moment-là avec des architectes. Pour vous dire comment j'étais naïf, la première fois que l'architecte me parle d'un hublot, un hublot, c'est un hublot d'éclairage au plafond. Mmh. C'est un truc rond comme ça pour éclairer. Moi, un hublot, j'imagine immédiatement le truc du bateau qui était à ras de l'eau, quoi. Donc, si vous voulez, j'ai appris un nouveau vocabulaire, j'ai appris à travailler avec des architectes à ce moment-là, etc. Mais c'était une entreprise familiale qui n'avait pas, comment dirais-je, c'était 3 frères qui étaient très complémentaires. Je m'entendais bien avec eux, donc ils m'ont toujours fait confiance et trucs. Et je gagnais à l'époque l'équivalent allez, 1 000 € par mois, quoi. Quand j'ai connu Dany, j'ai dit: «C'est bien gentil». Moi, je vivais encore chez mes parents, j'avais pas de gros frais. Je gagnais suffisamment pour les petits plaisirs que je pouvais m'offrir. Ça me permettait d'entretenir une voiture, j'avais une 3 chevaux, voilà. Et puis, quand même, quand j'ai connu Dany, j'ai dit: Il faut quand même que tu arrives
à nourrir la famille et à ce moment-là, j'avais déjà pris contact, j'avais dit à cette société: «Écoutez, je suis navré, mais je ne vais pas continuer avec vous». D'abord parce que tout ce qu'on a, monté, ça restait à des styles de prototypes. On a dû vendre une quinzaine ou une vingtaine de petits pavillons, métalliques comme résidence secondaire qu'on installait un peu à travers la campagne et tout ça. Mmh. Parce que la base qu'on avait, c'était dire: «On construit sans ciment». Puisqu'on était en métallique et donc on fait que des éléments qui sont portables à 2 hommes, enfin à 2 hommes au moins, donc pas plus de 80 kilos. Il faut que tout puisse se transporter pour s'installer n'importe où et l'idée de la maison ronde, c'est dire: on peut s'installer sur n'importe quel rocher et faire en sorte que et quand j'ai vu que, on passerait difficilement au stade de production sur chaîne et cetera, j'ai dit: «Bon ça va», c'est au moment où j'ai connu Dany donc je les ai remerciés de m'avoir, fait confiance puis j'ai cherché autre chose. Et là, c'était où le Canada? Où j'ai eu un contact avec les mines d'uranium de Franceville. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait un groupe qui exploitait des mines d'uranium à travers le monde OK. et qui avait donc une exploitation au Gabon. C'est juste au moment de mai 68 que Ouais. j'ai connu Lani. Donc il y avait Paris, vous ne pouvez pas monter, etc. Il y a eu des allers-retours. Et au moment, on me dit ben, montez à Paris puisque votre candidature nous intéresse, c'est déjà sur titre, sur papier. Donc il faut monter maintenant pour aller passer des tests purement techniques aux arts et métiers. Ouais. Et là, ben, devait être une vingtaine présélectionnés. Et puis au fil du temps, j'ai finalement été sélectionné en finale. Si vous voulez que je vous dise des trucs qui m'ont marqué, je vais vous en dire. Si vous voulez, je passe à la psy. Mmh. Et la psy me dit: «Qu'est-ce que vous attendez de la vie?» ou et cetera. Et puis moi, je lui réponds: «Mais moi, j'attends de la vie d'être heureux». Et je sors de là, je dis: «Mais tu es vraiment le dernier des derniers». Je veux dire, on est dans un sujet technique, on est là, elle te pose que et je dis: «Être heureux dans la vie». Sur le coup, je m'en voulais énormément, j'ai dit: «Là, tu as fait l'erreur de ta vie». Et après coup, si j'ai été retenu, c'est parce que justement, on avait probablement envie, quand d'envoyer des gens à l'étranger, qui avaient étaient plutôt assez bien dans leur peau, assez bien dans leur basket, voilà. Ouais. Et donc pour vous, le travail, ça prenait une place assez importante dans votre vie? Le travail, tout dépend ce qu'on entend par travail. Pour moi, le job, pour employer le mot que tout le monde comprend, c'est en fait, non pas pour faire bouillir la marmite, bien que ça soit ça à l'origine, mais que si on ne trouve pas un boulot où on se sent bien, où on s'éclate, où on s'épanouit, cherchons autre chose. J'ai toujours dit ça à mes troupes. Mes troupes, je leur disais: «Il faut faire bouillir la marmite, je le conçois. Mais si vous vous embêtez, si vous vous épanouissez pas dans ce que vous faites, cherchez autre chose. Oui. Gardez le boulot là, le temps que vous trouviez quelque chose qui vous fait vibrer, mais cherchez quelque chose qui vous fait vibrer. On passe la majeure partie de sa vie au boulot, enfin, au travail. Si on ne trouve pas quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait vibrer, moi, quand on m'a mis sur les préfabriqués, je remontais des fois la nuit pour voir des fours fonctionner, pour voir si ça marchait. Je ne comptais pas mon temps, mais je ne le sentais pas comme, comme une souffrance ou comme une charge. C'était un plaisir. Oh, ça a marché, ça n'a pas marché, allez, demain on fait autre chose. C'est c'est être toujours en recherche de quelque chose et en recherche, bien sûr, de résultats. On n'a pas toujours des résultats, mais ces résultats, pour moi, ont toujours, enfin, quels que soient les résultats, c'est toujours une satisfaction. Oui. Ce côté management, on l'apprend sur le tas. On nous a formés pour être productifs, pour sortir des produits de qualité et les moins chers possibles, ou la productivité, mais on ne nous apprend pas comment gérer les humains. On l'apprend sur le tas. Et j'ai eu la chance de travailler dans une grande société où, comme la société avait enfin, globalement gagné beaucoup, on pouvait, je dirais, avoir la possibilité d'avoir le temps de comprendre ses équipes et leurs particularités de chacun, parce qu'elle a tous des personnalités différentes, et d'essayer de les mettre, quand on a un nombre suffisant de personnel sous sa coupe, de pouvoir les mettre à des places où on pensait qu'ils allaient le mieux s'épanouir, ou du moins être le mieux productifs, disons-le différemment, puisqu'on est payé ici pour faire produire. Donc, pour moi, cette connaissance de l'humain, je l'ai appris sur le tas. J'ai probablement fait des fautes, et cetera. Si bien qu'à la retraite, quand j'ai arrêté toute activité professionnelle et j'ai eu la chance de pouvoir partir à la retraite au bonheur à 57 ans, j'ai bossé 14 ans à l'ODEV. C'était mon dernier parcours. Alors, si on fait le film à l'envers,
on part au Gabon avec Dany. Mmh. On venait de se marier et je dis: «Écoutez, je fréquente, on vient de se fiancer, est-ce que vous me permettrez de revenir, du Gabon pour me marier?» Réponse: «On préfère vous laisser 1 ou 2 mois de plus en France plutôt que de faire ça». Donc on a retardé le départ, mon départ là-bas a été retardé, le temps qu'on puisse se marier. Là-dessus, je suis parti au Gabon, ça a collé avec le truc et moi un peu avant, nous avons permis à Dany de me rejoindre et on a commencé notre vie de couple au Gabon. Super. Super, oui, 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 super, oui, vous avez raison de dire super. Ça s'est bien Mmh. passé? Si vous voulez, ça s'est bien passé, moi je suis curieux de tout, c'est quand même un changement profond. Vous n'avez pas le magasin, truc. Là-bas, vous commandez, tout ce que vous avez à consommer. Vous n'avez aucun magasin, tout est commandé, sur papier, on vous le livre et cetera. La nature est, particulière, hein, c'est à la fois on était entre la savane et la forêt vierge, mais les gens qui étaient là étaient sympas, il y avait une centaine d'expatriés à peu près. OK. J'ai été plutôt bien accueilli puisque je venais remplacer quelqu'un, comme chef de bureau d'études. Et on était une centaine d'expatriés, il devait y avoir à peu près un millier de Gabonais qui travaillaient sur le truc, voilà. On a vécu plusieurs années là-bas. En fait, on travaillait 10 mois et on revenait 2 mois Ah oui, l'été. On avait 2 mois en France. Je dis pendant les 2 mois en France, moi, il y a un stage de 15 jours à Marseille puisque mes beaux-parents habitaient Marseille. Ils avaient une pâtisserie, donc quand on rentrait, on venait, bien sûr sur Marseille. On n'a pas eu, nos enfants tout de suite. D'ailleurs, comme les gens ont vu qu'on se mariait et qu'on partait tout de suite, tous les gens bien intentionnés comptaient les mois en disant, «Allez, on va bien avoir un petit» hein? Et non, on a attendu quand même, et que la fille, est arrivée, je sais plus, donc on s'est marié en hein, elle est arrivée en juillet de l'année d'après. d'accord. Bon, donc on OK, avait ouais. respecté les règles de convenance de l'époque et au bout de 3 ans, on avait quitté quand même mes beaux-parents brutalement, les miens aussi, mais les miens, bon, ils avaient, déjà un peu plus de bouteilles. Il faut savoir qu'on ne correspondait pas avec le téléphone comme on correspond maintenant. Oui, C'était des messages qu'on passait par radio, de la radio du site, d'exploitation. On communiquait avec la radio de Libreville, la capitale, et Libreville retransmettait sur la France. Je veux dire, c'était oh pas waouh. du tout, voilà. Il y avait le courrier qui marchait encore un peu, mais qu'on recevait, par avion, 1 semaine après, quoi. Ouais, Bon, je fais court. Donc là, j'en étais à cette étape du Gabon et il se trouve que au bout de 3 ans, je voyais que l'horizon était bouché. Au bout d'un moment, après 3 ans, Dany, je sentais que, ses parents souffraient. Je dis: «On va rentrer en France». Voilà d'accord. et je quitte en fait cette société avec quand même des bonnes relations. Je cherche du boulot et quand j'arrive, en France, je reçois un message du numéro 2 de la société qui était sous-directeur, qui était un ancien du CEA. Puisqu'en fait, il faut savoir que l'uranium, il y a eu, la partie recherche qui a été laissée au CEA, mais après quand on a voulu développer, l'uranium civil pour les centrales, pour les centrales, oui. Donc, on a confié ça à une société qui s'est appelée la Cogema. Et on a eu comme directeur à la Cogema quelqu'un dont vous, connaissez peut-être pas l'historique, mais qui était un grand personnage. Il a été à un moment, il a quitté la Cogema aussi, enfin, on lui a demandé d'aller prendre la direction de Renault et c'est à ce moment-là qu'il a été tué par, les brigades, je sais pas quoi, là, c'était des extrémistes, et vous avez souvent des places Georges Best. Il s'appelait Georges Best, Ah d'accord. ce directeur et j'ai un OK. excellent souvenir parce que c'était un homme remarquable. Quand j'arrive en France, j'ai un message du numéro 2 qui lui était rentré en France et à qui on avait confié un projet nouveau d'exploitation au Niger. Et puis il me dit: «Écoute Jean-Noël, si tu veux bien, moi, je suis nommé comme directeur d'un nouveau projet au Niger». On avait déjà 2 exploitations au Niger et deux sociétés d'exploitation et la 3e se fait et il me dit: «Je te confie, toute la partie, bureau d'études et construction. Il y aura une ville à construire de tant d'habitants». Je dis: «Le rêve de ta vie, quoi». C'est comme ça, tu as les yeux qui pétillent et tu dis: «Oui». Bon et en plus je m'entendais bien avec lui et c'était un garçon adorable. J'avais vu un peu l'historique de ce qui se passait dans ces domaines-là. C'est des trucs à long terme et quand on décide de mettre en exploitation un gisement, il faut déjà longtemps pour le mettre en route. Je dis: «Écoute,
je vais chercher moi un logement là, je sais que c'est pour pas longtemps, mais je vais chercher quand même un logement. Et fin de journée, j'avais une maison à voir et je devais voir cette maison dans l'après-midi. Et puis, le train était programmé, tout ça, bon et on prend un peu de retard et mon copain me dit: «Beh, j'irai voir la maison». Bon, je rentre et puis, le soir, il m'appelle, il me dit: «Je t'ai loué la maison». J'ai dit: «Mais j'ai dit: «Tu quand même pas gonflé?» Je savais le prix, tout ça, je mais j'ai pas vu. Il me dit: «Oh, tu restes là, comme tu vas pas rester, éternellement, ça». Et puis le hasard a fait que, finalement, c'est nous qui avons acheté cette maison. Ah! Et de cette période et heureusement qu'on a fait ça, parce qu'une période qui devait durer quelques mois, ça a duré plusieurs années, 3 ans. D'accord. Donc là où je suis resté au siège, où on a fait des travaux, des projets autres au Niger, enfin et cetera. Je ne vais pas développer ça, sinon on est jusqu'à 2 heures du matin. Donc voilà, toute mon histoire. Mais après, je reçois à nouveau un mot du directeur que j'avais bien aimé, pas le militaire, mais celui d'avant, qui me dit: «L'horizon s'est ouvert, ton supérieur hiérarchique est parti, si tu veux, reviens». Donc, on n'avait pas prévu de repartir avec Dany, le séjour avait été agréable, on avait nos 2 enfants, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, ça a été agréable, les enfants sont encore assez jeunes pour vivre là-bas, il y avait quand même école et tout, hein, je veux dire, c'est pas on n'était pas complètement, paumés. Donc on décide de repartir et j'ai refait à nouveau 3 ans au Gabon. Donc 3 ans, un séjour en France, entre les 2 on repart au Gabon. Et après, c'est là que, comme j'avais fait une marche arrière, au deuxième coup, c'est le gars qui me dit: «J'ai un projet pour toi au Niger». Et là, on part, après au Niger, donc là encore 3 ans, ça a été plus compliqué le Niger, enfin c'était compliqué. On n'est pas allé au bout de la merveille qui était promise. Mes projets merveilleux ont capoté parce qu'à un moment, la Cogema s'est retirée de ce troisième projet on est allé jusqu'à la cité de chantier, jusqu'à faire, une quinzaine de maisons et cetera. Mais ça a avorté à ce moment-là. Voilà. Pas toute l'histoire de la période africaine. Et après, quand je suis rentré, donc il y avait, plusieurs sites. Je regardais avec envie, c'était l'Odève. Pourquoi? Parce que c'était dans le Midi, à côté de Montpellier. J'ai continué à travailler dans l'uranium, mais ici, à la mine de l'Odève. Je suis D'accord. resté 14 ans. Voilà, vous avez tout le parcours professionnel. Je m'arrête. C'est très complet, merci beaucoup. Et donc vous parlez de Dany, du coup, qui est votre Ben, Dany, épouse? alors Dany, c'est ma femme. Mmh. Elle s'appelle Danielle avec 2 L, mais je l'ai toujours appelée Dany. Et elle m'a suivi. Ouais. Elle a pu, toujours, exercer. Parce que, quand on était au Gabon, la société avait une école, primaire et début de secondaire. Ils avaient embauché, Dany comme répétitrice. En fait, elle veillait à ce que les enfants aient bien reçu leurs cours, faisait les cours pour qu'ils aient pas de difficultés et après, pour que les cours soient validés et qu'ils puissent passer, le brevet et les diplômes, il fallait que ça soit par, le centre téléenseignement. Ça y est, ça me revient, voilà. Donc ça, c'était la période de Gabon. Dany a pu toujours enseigner. Après quand on a été au Niger, elle a pu travailler là, directement pour la coopération. Elle était D'accord. professeure de, je sais plus, de physique-chimie. OK. Et vous êtes rencontrés comment, du coup? Ah alors là, c'est très drôle. Si vous posez la question, la famille va vous dire: Lamartine. Lamartine, le poète, celui qui a fait tout. Pourquoi? Parce que mon frère moyen habitait Aix-les-Bains. OK. Aix-les-Bains et donc ma belle-sœur qui, par un heureux hasard, était une cousine très proche d'Annie, presque sa sœur. Oh! Ma belle-sœur était, avant de devenir ma belle-sœur, une cousine, mais ils ne se connaissaient pas. D'accord. Et je découvre, quand je connais Dany, je la connais à travers quand, mon frère était parti, ce frère-là était parti comme, mécanicien volant en Côte d'Ivoire. Il trimballait le président et cetera dans les hélicos et quand il rentre, on dit: «Vous êtes bien sorti parce que vous vous êtes mariés là-bas en Côte d'Ivoire. Il faut quand même que vous pensiez à nous faire une belle cérémonie de mariage ici à Aix-les-Bains» Et oui. et à la cérémonie de mariage d'Annie, que je connaissais pas, que j'ai connue parce que c'était
presque la sœur de ma belle-sœur, et cetera. Et forcément, on s'est un peu plu et qu'à 4 heures du matin, elle m'a fait le coup de la Martine au bord du lac. Qu'est-ce que c'est quoi le coup de la Martine? Eh ben, on était, bien sûr avec la voiture, on se fréquentait, on se faisait des petits bisous et puis, avec le lac, la nuit qui commençait à disparaître, parce que c'était en plein été et le lever pas du soleil, mais le jour qui commençait à naître sur le lac des Sébègnes, il y avait le charme de l'environnement qui a fait que la Martine a été fatale pour moi. Et depuis, vous êtes plus quittés, Depuis, on ne s'est plus quittés, 58 ans, si je ne me trompe pas. 68 et oui, 68, ça fait 22 et 26, ça fait 58. 58 ans de mariage. Voilà, ça C'est paraît beau? surprenant pour les gens qui en ont cause, mais pour moi, il n'y a rien de surprenant dans la mesure où, Tout se passe bien, c'est le principal. je dirais que j'ai compris la maladie qu'après, mais elle a démarré il y a une dizaine d'années. Ouais. Si vous voulez, Dany qui était, aussi cartésienne que moi, on s'entendait très bien, très cartésiens tous les 2 et au fil des années, je voyais que, les raisonnements cartésiens que nous avions toujours eus et qui faisaient qu'on s'entendait plutôt bien, et bien heureux, je disais: «On vieillit pas pareil, son côté cartésien par rapport au mien, il y a des changements» et on était en désaccord sur certains points, de temps en temps. Ah, je disais: «On vieillit pas pareil». À tel point que ces petits, décalages, se sont amplifiés au cours des années. Mais quand je fais le film à l'inverse, c'est, il y a 10 ans derrière, quoi. Et donc, vous avez eu des enfants? Vous en avez eu 2? Alors, il y a eu 2 enfants, dans Oui. des délais, légaux. Donc Nathalie qui est née en juillet 70, Jean-Laurent qui est né non, Natha je dis des bêtises. C'est Jean-Laurent qui est né en juillet, mais 2 ans après et Nathalie qui est née au mois d'avril, 23 avril. Ça y est, ça me revient. Je commence à avoir la tête qui commence à être un peu percée. Est-ce que c'était important d'avoir des enfants? Oui, Ouais. Ça vous apporte quoi, une prolongation et puis, pouvoir, exprimer, de l'amour, je veux dire, on fait des enfants, peut-être un peu par égoïsme, pour avoir, et pouvoir, je dirais, exprimer un peu ou du moins faire, je sais pas moi, ça faisait partie des règles normales de la vie, mais c'est pas du tout dans le calcul, pour régénérer quoi que ce soit, non, c'était la vie d'avoir des enfants. D'ailleurs, Dany aurait aimé avoir 3 enfants et c'est moi qui, dans ma tête, trop cartésien, a commencé à faire des calculs et quand, il sera encore petit, ce sera l'âge de la retraite, voilà. vous vouliez pas répéter le schéma de vos parents? Un petit peu? Peut-être, hein, j'ai pas réfléchi à ça. Moi, j'ai surtout pensé, je veux dire, à la retraite, avoir encore un petit comme ça, il faudra quand même pousser jusqu'à toutes ses capacités. Heu, voilà, je peut-être, peut-être je me suis dit, voilà, c'est le moment de souffler quand tu es à la retraite. On le voit un peu comme ça quand on bosse. Mais c'est idiot d'ailleurs parce qu'on ne souffle jamais si on a envie de vivre. Je veux dire, on vit. Oui, c'est beau. Mmh, Ben voilà, toute l'histoire. très bien. Est-ce que vous avez des regrets dans votre vie? Des regrets? Oui. J'en ai quelques-uns, mais qui vont vous faire rire. Mon père avait une Amilcar décapotable. Vous savez pas ce que c'est, mais alors Amilcar, c'est une marque qui, était, assez renommée, qui faisait des voitures de compétition avant la guerre et Amilcar, pendant la guerre, a été en sommeil, mais avait fait fabriquer une voiture qui ressemble à la Traction. C'était une voiture décapotable, c'est-à-dire il y avait 2 places et puis le coffre derrière, et cetera. On n'avait pas de garage, c'était un cousin qui garait ça, qui était expéditeur, et cetera et quand, je suis parti à l'armée, je leur ai donné ma 3 chevaux et symboliquement, j'ai récupéré cette voiture, symboliquement, Oui. que j'ai utilisée. D'ailleurs, quand on a eu le BTS, on est parti à Nice chez le copain avec la Milcar, c'est-à-dire la traction décapotable, mais la bâche était toute abîmée, donc on bâchait avec une bâche que j'avais refabriquée à la main, et cetera et cette voiture, elle avait un gros défaut, elle avait le carburateur, c'était encore des techniques anciennes, elle avait le carburateur qui se noyait, dans un quand le carburateur se noyait,
l'essence coulait, on pouvait foutre le feu au moteur. Donc on était en plein, dans l'Estérel, on allait sur Nice, à l'époque il n'y avait pas d'autoroute et en montée, on doublait le camion, on arrive à doubler le camion parce que c'était quand même un peu poussif et d'un coup on sent le truc, ouh, on s'arrête avec Noël, j'étais avec mon copain Noël d'Arles, on s'arrête vite et mon père avait mis quand même à bord un petit extincteur pour, pallier donc on ouvre vite le capot, on arrive à faire en sorte que ça ne prenne pas feu et hop, le camion ne repasse pas. Bon, enfin bref. Pourquoi je vous parle d'Aminica? Parce qu'elle avait une valeur, importante. Elle avait été faite en un châssis en aluminium, en Alpax coulé. Techniquement, Alpax, c'est quoi? C'est un mélange d'aluminium, de produits plus nobles pour faire quelque chose de résistant et c'était déjà, pour l'époque, avant la guerre, un châssis avec 2 longerons, les traverses et tout ça, coulé. C'est-à-dire, c'était l'ingénieur Grégoire qui avait, mais qui avait déjà une renommée comme un ingénieur ayant fait des choses, avant-gardistes sur le plan technique et donc elle avait de valeur pour ça et alors là, c'est un autre épisode de ma vie, 1 an à Berlin. Le Club Med pendant 1 an et vous sauriez alors il faut savoir qu'à l'époque, Berlin, c'était encore Berlin qui était, au cœur de, l'Allemagne de l'Est. Vous savez qu'après la guerre, l'Allemagne a été, séparée en 2 et donc Berlin a été confiée aux Américains, aux Anglais et aux Français. Il y avait la présence de l'armée américaine, la présence de l'armée anglaise et la présence de l'armée française. Quand je suis arrivé à Berlin, j'ai vu un peu comment ça se passait. J'ai dit: «Oh là, je m'inscris pour être guide, pour emmener» parce que dans les accords, après la guerre, on pouvait aller librement à l'est, il fallait qu'on passe quand même les postes de contrôle. Donc je me suis mis pour être guide à l'est. Pourquoi? Parce que l'aéroport de Tegel à Berlin était un aéroport qui était assez grand pour accueillir les caravelles, déjà les avions à réaction. Et les 1ers avions, c'était les caravelles et donc moi j'étais là, pour assurer le truc et surtout que Tegel, à Berlin, avait servi de faire le pont aérien quand, il y a eu le blocus de Berlin. Si vous voulez, comme c'était, au cœur de l'Allemagne de l'Est, à un moment, les Russes ont plus voulu que, ils soient approvisionnés normalement et on a dû faire pour continuer à alimenter Berlin, pendant un certain temps, des ponts aériens. Ponts aériens dont Tegel a été le principal puisqu'il avait les plus grandes pistes. Le deuxième Mmh. aéroport qui était dans le secteur américain, c'était l'aéroport de Tempelhof, me semble-t-il et Tempelhof, il était en plein cœur de Berlin et l'approche et le décollage étaient beaucoup moins, faciles et surtout, il ne pouvait utiliser que des avions, à, besoin de pistes plus courts. Les autres venaient chez nous là-bas et donc moi, j'ai passé là, pourquoi je vous dis le Club Med? Parce que le colonel qu'on avait en premier stade était un garçon très intelligent. Il a dit: «Je veux savoir, vous ne posez pas de perme, mais je veux savoir si vous êtes sur la base ou si vous êtes à l'extérieur». Donc les 3 premiers mois, ça a été, la découverte de Berlin by night, hein. On n'avait pas d'argent puisqu'on touchait, des sommes ridicules. Ce qu'on touchait, c'est des cigarettes. C'est là que l'armée française, a créé tous les fumeurs de la planète, c'est au service militaire. Et donc, j'ai passé 1 année à Berlin, à découvrir pendant 6 mois, Berlin by night, à profiter, de tout ce qu'on pouvait avoir dans le secteur américain, de tout ce qu'on pouvait avoir dans le secteur anglais. Chez les Anglais, on allait acheter du jambon, chez les Américains, qu'est-ce qu'on avait, ah si, on allait utiliser la patinoire, ils avaient une magnifique patinoire. Mmh. Voilà et puis, comme je m'étais mis guide à l'est, j'emmenais les équipages qui venaient, en fait, ils se reliaient c'était le Villacoublay. Villacoublay étant l'escadron ministériel de la France, c'est-à-dire tous les politiques qui ont voyagé utilisent l'escadron ministériel qui est, payé par l'État français. Il y avait la caravelle de Gaulle à l'époque, il y avait tout ça et donc j'emmenais ces équipages à Berlin-Est pour leur montrer comment était Berlin-Est. Mais à l'époque, c'était, D'accord. du décor, hein, l'avenue principale qu'on voyait de la porte de Charlottenbourg, c'était, en fait, comme si on avait, ils avaient entretenu les façades, mais dès que vous passiez dans les rues, derrière, c'était, un désastre. Oui. Il y avait encore les résidus de la guerre du coup. Il y avait les résidus de la guerre, c'est surtout que la population était très malheureuse et s'ils ont fait le mur, c'est parce que justement, une partie de la population, d'abord, essayait de venir vivre à Berlin-Ouest, mais après ils ont fait le mur, donc ils ont été cadenassés chez eux. Oui.
non seulement cadenassé, mais moi j'ai quand même encore connu tout le mur, avec les hauts pots et les postes de surveillance, avec, le personnel armé, tirait à ceux qui tentaient de passer le mur, hein. Vous avez vu ça? Ah, j'ai pas vu des gens tués, mais c'était fréquent à cette époque-là, oui. Ah waouh. Mais nous, on était là en tant qu'armée d'occupation, c'était tout à fait le cas, mais avec, des conditions. C'est pourquoi je vous dis avec le Clément, on avait, des voiliers. C'est là que j'ai appris à faire du voilier, du 420, du Flydeschbein, voilà, du 505. C'est des noms qui ne vous parlent plus, mais qui étaient des bateaux qui, sortaient, aux jeux olympiques. Et donc, avec un copain de Parthenay, lui, il adorait, piloter. Moi, j'adorais être comment ça s'appelle? Au trapèze. Trapèze, quand vous mettez les pieds sur le bord du bateau pour contrebalancer la force du vent qui a tendance à faire coucher le bateau dans le sens où ça souffle, pour gagner de la vitesse et avancer. Voilà. Alors j'ai découvert ça, à 20 ans. J'ai découvert le ski aussi à 20 ans. J'ai découvert les choses assez tardivement, mais toujours avec un grand plaisir. Quand je suis arrivé à l'Odève, comme il y avait le lac du Salagou, j'ai dit: «Tu vas acheter un bateau». J'ai acheté un bateau d'occasion ici, à un club de voile de la Grande Motte. Ce que j'avais pas vu, c'est qu'ils avaient joué aux bateaux tamponneurs. Quand j'ai gratté un peu la peinture, qui commençait à être pas très belle pour la refaire, je me suis aperçu que la coque avait été toute restaurée, mais mal restaurée. Ah mince. Donc je l'ai mis dans mon jardin et puis j'ai dit: «Petit à petit, tu vas la restaurer comme il faut». Puis les années ont passé, finalement, je ne l'ai jamais remis à l'eau. J'en ai fait cadeau à l'école de voile quand je suis parti. Vous avez dit c'était un regret pour vous. Qu'est-ce qui était vraiment un regret, dans ce que vous venez de raconter? Alors, le regret, c'était pourquoi je suis parti sur l'Amilcar, en Mmh. fait, et j'ai parlé de Berlin, c'était de l'obligation. Quand j'étais à Berlin, qu'est-ce qu'il y avait à cette époque-là? Des chaînes hi-fi qu'on ne voyait pas en France. Branding, Telefunken, tout ça, il y avait des trucs fabuleux. Cet âge-là, je craque pour une chaîne hi-fi, mais super, quoi. Et j'avais bon, comme, cette voiture, plus personne ne l'utilisait, elle restait la plupart du temps au garage. Je dis: «Qu'est-ce que ça vaut?» Et je trouve un acheteur. Et je l'ai vendue au prix d'une voiture de fonction, pas d'une voiture de collection. Après, elle aurait pu le devenir. Oui. Et pourquoi je vous ai, cité tout ça? C'est parce que cette voiture, elle avait une valeur de collection, mais pas au moment où je l'ai vendue. Ça, c'est un regret de ma vie. Alors qu'est-ce que j'ai d'autres regrets dans la vie? Je suis fasciné par les civilisations asiatiques. D'accord. Et j'aurais bien aimé pouvoir aller travailler dans ces pays puisque, dans l'uranium, on a on a trouvé des gisements et on commençait à avoir en Asie, on avait surtout des échanges, pour éventuellement les développer. Et je disais: «Si un jour tu peux aller travailler en Asie, ça m'intéresse». Mais c'est les civilisations asiatiques, comme moi je me sens plus latin qu'autre chose, et je n'ai pas le contrôle de moi-même. C'est-à-dire si je suis énervé, je le montre, si je suis, joyeux, je le montre, et cetera. Eux, ils sont capables de se dédoubler. Ils sont capables d'un accueil souriant, et cetera, tout en ayant en même temps l'envie de vous tuer. Non, mais je plaisante pas, je veux dire le et donc cette capacité de dédoublement m'a toujours fasciné. J'ai dit: «Comment ils arrivent à ça?» Voilà, parce que je suis, moi, hyper latin, trop latin d'ailleurs. Très bien, C'est les seuls regrets que j'ai de ma vie, c'est tout, non, j'en ai pas d'autres. très bien. Est-ce que vous avez des objectifs? Des Vos objectifs? vos futures années, par exemple, Ah, plein. De vivre, ouais? encore longtemps et le plus heureux possible. Je redis la même bêtise que mon psy, quand j'ai été recruté. Il y a un bémol aujourd'hui forcément à travers Dany, si vous voulez. Tant que, Dany, on arrive à la maintenir avec, le vernis social de sourire, d'être encore, socialement, agréable avec le personnel qui se dévoue. Je reconnais que c'est des métiers qui sont mais quand, Dany traverse des périodes, voire des jours où j'arrive pas à la faire sourire, où, elle est là, à quoi ça sert que je vive, à quoi ça sert de continuer cette vie, pour moi c'est dur. C'est dur pourquoi? Parce qu'en fait, je vous l'ai pas dit, mais on a failli, vivre séparément dans les derniers jours où on avait des désaccords de plus en plus fréquents. J'ai dit: «Bon, ben, on va pas continuer comme ça à plus se comprendre». Donc on avait acheté un appartement à la Grande Motte, on avait acheté l'appartement ici où je suis maintenant, et quand à ce moment-là, dit: «Bon, ben, on ira vivre». Quand on s'est installé à Latte, ça allait de plus en plus mal.
Et à un moment, j'ai dit: «Bon, ben, écoute, elle voulait s'installer à la Grande Motte». Je dis: «Moi, je garderai». Et en discutant, on dit: «Il y en a un qui prendra la Grande Motte et moi, je prendrai l'autre». Et puis, il se trouve que le covid arrive là-dessus. Oui, Quand on a acheté la Grande Motte, moi, j'ai refait tous les travaux, sauf le seul truc qu'on n'avait pas refait, c'est la cuisine. Je dis: «Tu vas pas laisser Dany, sans refaire la cuisine». Là-dessus, la maladie de Dany est signalée, puisqu'à l'époque, je pensais pas, je voyais que ça allait pas. J'avais vu qu'à la Grande Motte, elle avait fait souvent des chutes, que sur le sable, voilà. Pour moi, elle fait des chutes parce que, ben, le sol est irrégulier, voilà. Mais en fait, tout ça, c'est le désaccord, il remonte que ses neurones ne commençaient plus à être, comme il faut, et surtout que, sa dégénérescence, neuronique avait, des répercussions, enfin, il commençait à avoir des trucs sur son marché, son comportement. Après, elle est tombée en sortant de la baignoire, elle s'est cassé la figure, elle s'est cassé les côtes. Je veux dire, il y a tout un enchaînement de trucs qui font que, tout ça, moi, j'avais rien compris. Voilà. Et après, quand, la neurologue où à qui j'en ai voulu longtemps, parce que je disais: «Demain, on va pas remettre Dany en jambe pour que je la reprenne à domicile». Parce que l'histoire, c'est ça, on s'installe où on est, là, chez moi. On commence à avoir des problèmes, à chuter, à hein, commençait à avoir des difficultés à se déplacer. Les infirmières venaient pour lui donner, la douche et tout ça. Petit à petit, les infirmières disaient: «Si la dégradation de sa motricité continue à s'amplifier, on ne pourra plus». Moi, j'avais demandé à la neurologue de trouver un établissement pour remettre Dany en jambe pour la reprendre à domicile. Et l'assistante sociale me dit, «J'ai pour, consigne de trouver un établissement pour accueillir Dany». Ça veut d'accord. dire quoi? Ça veut dire que j'ai uniquement pour mission de vous trouver un établissement. Là-dessus, épée de Damoclès. J'ai dit: «Je fonce à l'Astoriade, parce que si, ils me mettent Dany, il faut que je prenne la voiture à chaque fois pour aller la voir. Je sais qu'elle est à côté, je sais ce qu'est l'Astoriade. Je vais vite à l'Astoriade, je dis: «Est-ce que vous avez encore une lit de libre?» Comme ils me connaissaient, on met le dossier au-dessus, donc je dis, je réfléchis ici, je dis: «De toute façon, c'est pas une prison, c'est à côté, je sais ce que c'est, je prends». Oui. Donc je fais le dossier, je remplis et je mets Dany là en disant: «Beh, je vais, prospecter toutes les trucs à proximité». Et puis au fil des mois, j'ai cherché, et peut-être par égoïsme aussi de l'avoir à proximité, de pouvoir veiller sur tout, je suis resté là et possible. Et Alors bon, qu'est-ce qui vous donne instantanément le sourire? instantanément le sourire, tout ce qui est Oui. drôle, Tout ce qui est drôle? oui, Oui. tout ce qui est, charmant, adorable, heu, des enfants, des bébés. Quand je vois, alors, voir des couples heureux, pour moi, c'est un bonheur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le couple avec qui on marche, c'est pareil, ils se sont connus, oh, c'était un peu compliqué, et puis ils se sont retrouvés, bah, longtemps après. Premièrement, pour répondre plus précisément, quand je les vois heureux, et pour moi, c'est du bonheur. C'est ce qui m'a déjà, incité à aller marcher avec eux. Et puis parce qu'ils ont, créé un concept qui est particulier. C'est pas de la marche pour faire de l'activité à tout prix, c'est de la marche, ils appellent ça marche douce. Pourquoi? Elle est passionnée de tout ce qui est végétal. Ils reconnaissent toutes les balades, ils y vont plusieurs fois pour que les balades soient faciles, parce que lui, il a eu un accident grave, il a fait une chute et cetera, et il est toujours handicapé d'un pied. Quand j'ai connu ces gens-là, j'ai fait quelques essais avec eux, je m'étais inscrit à d'autres clubs de marche, mais qui étaient là où il fallait faire les, 7, 8, 10 kilomètres, et avec un certain rythme. Je dis: «Moi, c'est pour connaître des gens, c'est pour, profiter des belles choses». Lui, il s'occupe de l'histoire, elle s'occupe des végétaux, et donc avec ça, après il fait des quiz, donc je veux dire, on dit qu'on fait de la marche parce qu'on fait quand même 7 à 8 kilomètres à chaque fois, dans l'après-midi, le lundi, mais c'est plutôt, créer du lien entre les gens. On est là aussi, on est une équipe où on est bien avec, ce couple-là, et pour vous dire que, j'essaie d'avoir une vie sociale la plus sympathique possible. Quand, il fait mauvais, qu'on ne peut pas aller marcher parce qu'il pleut ou autre, on a créé, c'est eux qui l'ont créé, la team Jean Nono. Team Jean Nono, c'est moi, c'est Jean-Noël, et la team Jean Nono, qu'est-ce qu'elle a comme mission? C'est que quand on ne peut pas aller marcher, heu, on vient à l'appartement. Le matin, on va faire, des achats. Après, on partage le tout. Voilà. Et donc, j'ai apprécié qu'ils appellent ça la team Jean Nono par sympathie pour moi. Et moi, comme j'ai toujours eu la chance, au cours de ma vie professionnelle, de pouvoir recevoir beaucoup, d'aimer ça, Dany aimait ça aussi. Donc on a toujours beaucoup reçu, on a toujours été beaucoup reçus aussi, hein.
Est-ce que vous avez une phrase qui dicte votre vie? Ne passe pas une journée sans avoir fait un bilan positif. OK. C'est pas que je l'écris, Mmh. c'est que je dis j'ai appris ça avec, ma jeune prof de psy, c'est formidable. Je veux dire, si tu as la volonté de trouver, tu vas trouver des moments agréables, mais tu peux passer ton temps à te morfondre de ce qui t'a déçu et cetera. Je suis extrêmement déçu aujourd'hui par la tournure que prend la France. Moi, je serais, jeune, je me suis barré à l'étranger, mais alors là, je partirais encore plus, même sans boulot, quoi, j'irais, vraiment à l'aventure. Ouais. Parce que la France prend aujourd'hui un virage qui est, pour moi, catastrophique. Alors Catastrophique pour nos enfants. Je veux dire, un ouais. jour, nos jeunes là, mais j'ai 5 petits-enfants, hein, 2 en Suisse, 3 ici, à Nîmes. Ces 3 petites filles, dont une qui a commencé ses études ici à Montpellier, que j'héberge une partie de la semaine. Je dis: «Un jour, ils s'en prendraient à nous, ils auraient raison». Je veux dire, on est fous, on est fous. On a perdu tout sens, élémentaire. Je veux dire, aujourd'hui, le budget de la dette sera supérieur au budget de l'éducation nationale. Enfin, c'est sacrifier les enfants. C'est, alors je trouve, on peut me critiquer, autant qu'on veut, j'ai plein de défauts. Simplement, je dis: «On a perdu des sens élémentaires et c'est des gens qui sont à la barre, c'est eux qui tiennent la barre». Je veux dire, c'est pas possible et on va arriver à un vote sanction, à tous les coups plutôt qu'un vote, ça va être un vote de dépit, plutôt qu'un vote, je dirais, mûrement, choisi, sélectionné. On va dans le mur. Pour moi, on va dans le mur. Donc à tous les jeunes, je dis: «Mais barrez-vous à l'étranger». Dans les prochaines questions, on va plutôt parler de votre regard sur le monde actuel et justement là, vous venez un petit peu déjà d'en parler, Je mais suis allé trop vite, hein. est-ce qu'il y a des choses, par exemple, que vous ne comprenez pas aujourd'hui? Ce que je comprends pas, c'est, la perte de politesse, de relations humaines, de civilité. C'est pas une question d'âge. Quand, je tiens la porte à quelqu'un, ça me paraît normal. Si la personne, si en plus elle a 20 ans ou 25 ans et qu'elle me jette la porte sur le museau sans avoir vu que j'étais là ou sans même si elle m'a vu, parce qu'en principe, elle m'a passé à côté, je dis, «Il y a quelque chose qui est cassé, c'est quand même dommage». Moi, je lui en veux pas. Si elle est comme ça, il y a des raisons. Mais, je vais pas tout seul refaire le monde. Je pourrais pas. Donc, je le refais à travers un apéro avec des copains. Toute notre vie, on rigolait ensemble en disant: «On est en train de refaire le monde ce soir». Mais non, c'est pas ça, c'est échanger sur des sujets qui nous passionnent, échanger sur des sujets intéressants de la vie. Mais ça ne peut être que de l'échange. Après, on refait le monde, avec la langue, hein, c'est tout. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous écoute encore? Certains endroits oui, certains endroits non. Et aujourd'hui, j'ai un gros problème, dans la copropriété où on doit considérer que le papy là, il commence à être à côté de ses pompes et que ça va pas. Simplement, ce que je constate, c'est que ces gens-là, il y a probablement une part de jalousie parce que, bah, j'ai probablement l'appartement le plus grand de la résidence, parce que je suis au 4e étage, parce que j'ai 2 garages, parce que j'ai 2 places de parking dehors et cetera. Donc si vous voulez, je peux comprendre qu'il y ait des jalousies, mais je veux dire, je leur ai rien volé. Ce que j'ai, je le dois à moi et puis j'en ai pas hérité. Donc ces jalousies-là sont quelque chose qui me peine beaucoup. Pour cette, dernière question, est-ce que vous auriez un conseil à vous donner à votre vous quand vous aviez 20 ans? Alors si je pouvais faire la marche arrière et revenir à 20 ans, quel conseil je me donnerais? Exactement. À 20 ans, quel conseil je me donnerais? Mais toujours la même chose, essayer de parcourir la vie avec le plus de bonheur possible. Je suis un obsédé du bonheur. Eh bah, écoutez, on a terminé. Merci d'avoir accepté, ce brouillon, passionné, mais voilà, je suis comme je suis et c'est pas à mon âge qu'on me changera, vraiment. Très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas. Est-ce que, on négocie le droit à la diffusion ou pas là? Non, Trop tard, vous avez je signé, plaisante trop toujours. tard. J'aime bien plaisanter. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à soutenir ce beau projet en vous abonnant et en partageant cet épisode aux gens que vous aimez. Prenez soin de vos anciens et à bientôt.